Bonjour Alexandra, Orient Code. Merci beaucoup de prendre du temps pour répondre à ce débriefing. On t'a beaucoup entendu dans les médias et un des sujets qui nous intéresse plus particulièrement, c'est le profil épidémiologique et les interprétations qu'on peut en faire d'un point de vue de comparaison par rapport à d'autres pays et par rapport à des départements. Et tu vas prendre le temps de nous expliquer avec des graphiques ces éléments-là que l'on voit rarement et qui sont, à mon avis, de grand intérêt pour les lecteurs, pour les médecins. Voilà. Merci Xavier de ce moment, de cet échange avec toi. Effectivement, je me suis exprimée hier sur Sud Radio. Je me suis exprimée aussi lors d'un bulletin qui devient hebdomadaire, un rendez-vous sur YouTube qui s'appelle Réinfo Covid. Et on essaye tous de partager le peu qu'on comprend, parce qu'on on ne comprend pas tout, mais on comprend quand même des éléments à force de travail, à force d'éplucher les informations qui nous remontent. C'est important de les partager en temps réel. Et donc, si jamais je vais du coup partager mon écran avec... voilà. Est-ce que tu vois mon écran? Pas encore, mais je pense que… Pas encore. Voilà. C'est bon? Parfait. Voilà. Donc, partageons aujourd'hui quelques éléments d'analyse. Ce sont des études que j'ai faites, donc Institut Simplissima et Institut Well and Louise. Et on réfléchit comme ça à plusieurs chercheurs, data scientists et en l'occurrence, moi, mon aspect plus généticienne. Les éléments d'analyse qu'on a, c'est en général ces courbes-là, qu'on nous montre quand même beaucoup, qui sont issues de Santé publique France, les données du gouvernement, et qui se basent sur le nombre d'hospitalisations, le nombre de réanimations, comme le nombre de décès. Qu'est-ce qu'on voit sur ces courbes? On a eu un pic en avril-mai, et puis on a une augmentation aujourd'hui, quel que soit le paramètre observé, que ce soit hospitalisation, réanimation et décès. Alors, ça m'amène déjà à une première mise en perspective de ces résultats qu'on voit là, qui est donné par le site euromomo.eu, qui est tout à fait officiel au niveau européen, au niveau national, c'est une source que le gouvernement utilise aussi, et que j'invite vraiment vos lecteurs à utiliser, vos auditeurs. Ce site euromomo.eu permet, sur les graphes, de donner l'excès de mortalité. Alors, vous avez la représentation de cet excès de mortalité en France, représenté au fil des ans, 2017, sur l'année 2018, sur l'année 2019 et puis sur l'année 2020. Si on va un petit peu plus en détail, voilà, en détail de ce site euromomo.eu, on voit qu'il s'est effectivement passé un pic de surmortalité. Donc là, c'est toute cause confondue, qui n'est pas sans rappeler celui qu'on vient de voir d'avril-mai, que ce soit en hospitalisation, en réanimation ou en décès, encore une fois. Donc ce pic, il est là. En revanche, depuis, voilà la courbe qu'on a en excès de mortalité. Et on voit quoi? On voit que finalement, par rapport à un maximum qui est cette ligne rouge pointillée et un minimum qui est cette ligne grise pointillée, on est dans des oscillations qui n'ont rien d'alarmant. Et il y a une petite, effectivement, augmentation qui est typique de la saison. Et comme c'est un excès de mortalité, c'est très, très difficile de faire le distinguo. Est-ce que c'est du Covid? Est-ce que c'est pas du Covid? Parce que tu vois bien que ce petit pic, il ressemble quand même à des amplitudes tout à fait comparables à celles qu'on a chaque année
même si en 2017, c'était plus important, c'était cette pic, cette petite montagne là, épidémique de grippe qui avait débuté assez tôt en décembre, novembre, décembre, et qui s'est poursuivie davantage. Alors, ça, c'est un premier niveau qui permet aux gens de se rendre compte que si on, à force de regarder de plus en plus près sur une condition donnée, celle de Covid, on a l'impression qu'on va véritablement tous mourir du Covid. Alors, c'est pour ça que c'est important de regarder toutes les causes de mortalité confondues et de voir la réalité du Covid qu'on dégage très clairement, puisqu'on voit bien là qu'en avril, on a eu un pic de mortalité et que depuis, on ne peut pas considérer qu'on est véritablement menacé par ce Covid, contrairement aux courbes qu'on a vues précédemment. Alors, c'est d'autant plus intéressant, ce site Internet, qu'il ne donne pas que des données françaises. Il donne les données européennes de nos voisins. Et nous avons l'Allemagne, l'exemple de l'Allemagne, qui, comme tu le vois, en 2020, n'a présenté aucun excès de mortalité. Alors, première explication, on se dit, en fait, eux, ils n'ont pas eu de Covid-19. C'est faux. Si on le sait, c'est faux parce qu'en fait, eux, justement, ont testé, ont mis en place une procédure de test très en amont. Et donc, le Covid-19 a circulé très largement en Allemagne. Ça veut juste dire qu'en fait, il y a les moyens de soigner du Covid-19. Donc ça, c'est très important, surtout au moment où j'entends quand même une espèce de lame de fond sur le fait qu'on ne s'en sortira pas sans avoir une politique vaccinale généralisée. Alors, quand on voit ces courbes d'excès de mortalité qui, encore une fois, ne sont pas existantes en 2020 en Allemagne, il est très, très important d'en tirer les conséquences, c'est-à-dire que, bien non, il n'y a pas, autant je suis pour le fait de développer un vaccin quand il y a une nouvelle pathologie qui survient, autant je suis pour vacciner lorsqu'il y a une indication, autant là, on voit bien qu'on sait traiter et que donc l'idée de vacciner ne me semble pas véritablement justifié à ce stade-là. Ça peut être discuté, voilà. Mais ce que tu veux dire, c'est qu'il y a une alternative thérapeutique. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a la preuve dans ces courbes d'excès de mortalité d'un pays à l'autre en Europe qu'il y a une possibilité réussie de prendre en charge le Covid-19 de façon à ce qu'elle n'ait pas d'impact sur la santé publique, en étant une cause d'excès de mortalité, comme on a pu voir en mars-avril. Alors, c'est bien de regarder au niveau national, c'est bien de comparer avec, par exemple, des voisins. Et du coup, avec cette curiosité, on s'est dit, mais finalement, il serait peut-être aussi important de regarder au niveau départemental. Parce qu'on peut imaginer que de la même façon qu'on n'a pas du tout les mêmes profils d'un pays à l'autre, on n'aurait pas du tout les mêmes profils d'un département à l'autre. C'est ce qu'on a fait avec ses collègues data scientists et on a dégagé véritablement 3 profils. Donc ça, on a eu raison. Donc notre hypothèse de dire régionalement, on va avoir un profil différent à payer et à payer, et c'est très, très important de le partager. Parce que ça veut dire une prise en charge différente d'une région à l'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe 3 profils. Le profil encadré en vert, où on voit un pic qui augmente, donc un pic épidémique, un peu celui qu'on a vu en France, donc effectivement en mars-avril, et puis le fait que ça redescend, même si ça a tendance à réaugmenter, on ne sait pas exactement ce que ça vaut, cette réaugmentation, elle est variable d'un endroit à l'autre. Par exemple, en Haut-Rhin, il n'y a aucune augmentation. C'est intéressant, pourquoi? Parce que le Haut-Rhin, par rapport aux courbes de Côte d'Or, c'est qu'on est à 30 morts jour. C'est-à-dire que là, alors qu'au Côte d'Or, on était à 7-8 morts jour. Donc, on voit que selon l'impact
Dans l'Aisne, on était à peu près 8 morts jour au sommet du pic épidémique. Donc, on voit que selon vraiment l'impact que l'épidémie a eu dans les départements, lorsqu'il a sévi en plein, on a un calme très rassurant, et c'est ce que j'appelle ce profil à faible risque. Le deuxième profil, c'est celui orange, qui est un profil à risque modéré. Et il advient dans des régions où finalement il y a par exemple une forte démographie, par exemple dans une intensité démographique importante comme dans les Alpes-Maritimes, mais il a peu circulé. Et pourquoi il a peu circulé? En fait, tout ça, c'est du fait du confinement. Et que ce soit ce pic-là ou ce pic-là, on l'explique par le confinement. C'est-à-dire que le confinement, lorsqu'il y avait beaucoup de patients et qu'il y avait véritablement un espèce de foyer de contagion, eh bien, ça partait en flèche. Et quand il n'y en avait pas beaucoup, pour le coup, ça bloquait tout, comme on a vu dans les Alpes-Maritimes. Mais ça bloque tout, ça met un été noir qui fait que tôt ou tard, ça risque de repartir. Alors, les Alpes-Maritimes, c'est carrément un profil que on appelle rouge parce qu'on pense qu'il est à risque élevé. Parce qu'effectivement, il repart avec une dynamique très verticale. Alors que dans des régions comme le Rhône, on peut penser que comme il a déjà pas mal circulé avant, on est à un risque modéré. Par exemple, dans le Var aussi, on est, à mon avis, avec un risque modéré. Alors, on voit bien aussi de ces courbes qu'il faut les actualiser régulièrement. C'est-à-dire que, et on a des logiciels qui nous permettent de les réactualiser, donc ça va être formidable. On a besoin d'un petit peu de temps, un peu plus de temps pour confirmer ces profils et cette division pour voir si elle est véritablement pertinente. Donc, je vous livre là des résultats très préliminaires. Cependant, vous voyez ce qui se passe, par exemple, dans le Vaucluse. Eh bien, moi, je pense que c'est très important de signaler au Vaucluse, à l'Isère, à la Haute-Savoie, dans une moindre mesure Bouches-du-Rhône, dans la Loire et dans la Seine-Maritime, le fait que nous considérons que comme le virus a peu circulé, très très peu en mars-avril, il circule très largement sur une population naïve qui n'a jamais rencontré le Covid. Et donc, on se retrouve dans une configuration où cette rencontre entre le virus et l'humain est très forte, en fait. Quand plus le virus circule, on a vraiment cette impression, hein, tu vois, au Rhin, plus le virus a circulé, plus il y a une espèce d'accoutumance. Alors, est-ce que c'est l'immunité collective dont on a beaucoup parlé? Est-ce que c'est le fait que le virus mute et devient moins méchant? Ce qu'il y a de certain, c'est qu'à chaque fois, et ça on le sait depuis longtemps, quand quelqu'un dans une famille a un virus, ceux qui l'ont par la suite ont en général des formes plus modérées, en général, avec toutes les exceptions que ça représente toujours. Et là, aujourd'hui, c'est quand même des décès qui sont attribués au Covid. Donc, est-ce qu'il y a une probabilité que ça peut être requalifié après Voilà, ça, on sait que déjà depuis début 2019, début 2020, on a un défaut de morts de grippe. On parle de 75 morts par la grippe, au minimum 15 000 morts. Il y a 15 000 morts par la grippe qui font défaut. Alors, est-ce qu'ils ont été étiquetés à tort Covid? C'est fort probable. Le problème, c'est que démêler la grippe du Covid, c'est très compliqué. Alors, c'est pour ça que moi, personnellement, je ne parle plus de Covid. Déjà, j'aime pas cette espèce d'appellation entre le et la Covid. En plus, je trouve que ce terme est bizarre par rapport au terme qu'on a l'habitude d'utiliser. Et donc, je parle plus volontiers de grippe chinoise. Voilà, donc la grippe chinoise, en l'occurrence, comment la distinguer de la grippe? On sait que ces tests génétiques PCR, dans les conditions dans lesquelles on utilise, ne permettent pas d'avoir la granularité de nous permettre véritablement d'être certains qu'ils n'ont pas la grippe, par exemple, la grippe influenza.
on ne peut pas en être certain. Donc, du coup, c'est une des raisons aussi pour laquelle j'avais, entre guillemets, milité pour que l'appellation grippe soit générique et permette aux généralistes comme aux médecins hospitaliers d'avoir une prise en charge beaucoup plus adaptée, me semble-t-il, que simplement étiqueter Covid et peut-être partir sur une mauvaise prise en charge. Je pense à un exemple d'une pneumonie interstitielle qui a été mal étiquetée, qui a été étiquetée Covid et qui aurait dû être traitée au Bactrim mais qui n'a pas été traitée parce que voilà, les médecins sont omnubilés par le mot Covid et donc perdent en sagacité de leur capacité diagnostique habituelle. Donc, c'est toujours dangereux l'omnifocalisation. D'accord, très intéressant cette étude, parce que ça, on ne voit pas ça souvent. Voilà, exactement. Et puis, donc, dernier aspect pour ne pas retenir trop longtemps les gens, eh bien, ce partage qui nous a finalement, quand on a vu typiquement ce qui se passait dans le Haut-Rhin et aussi à Paris, hein, c'est-à-dire qu'à Paris, bah, typiquement, il a beaucoup circulé. Alors, à Paris, par rapport au Haut-Rhin, ça a l'air de remonter un tout petit peu, mais ce qu'il faut voir, c'est que Paris, c'est quand même un lieu de passage très important. Donc, là-dedans, il n'est pas dit qu'il n'y ait pas du passage extérieur donc ça c'est une hypothèse. L'autre hypothèse est qu'il y a une petite augmentation typiquement de saisonnalité qui fait qu'en général, au moment de l'automne et de l'hiver, effectivement, il y a un nombre de décès qui chaque année augmente. Hein, on le revoit, 2019, ça ne fait pas exception. 2018, ça ne fait pas exception. 2017, ça ne fait pas exception. Donc, et en Allemagne, pareil, d'une année sur l'autre, 2017, 2018. Alors, en 2019, eux, ils n'ont pas souffert de la grippe, ni en 2020. Mais voilà, donc ça, c'est quand même quelque chose d'attendu. Donc, tout ça pour dire que avec ce profil, que ce soit vert, de profil à faible risque, on a réfléchi, on s'est dit, mais c'est amusant parce que ça nous fait penser à ce qui se passe en Suède. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Suède? On n'a pas confiné, on n'a pas donné de consigne de masque obligatoire dans le grand public et on a eu exactement la courbe qu'on souhaite avoir partout. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un pic épidémique, comme à chaque fois qu'il a été dans les pays européens, il a circulé en pic. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous ont confiné. Les seuls qui ont ce profil, c'est les Suédois. Or, c'est les seuls qui n'ont pas confiné. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'effectivement, quand le virus circule librement, que les gens circulent librement, il y a une aération, les gens sortent et donc contaminent plus difficilement les voisins immédiats et donc ça étale dans le temps. Ça veut dire qu'ils ont eu des décès, une surmortalité plus longtemps, mais que du coup, aujourd'hui, on est à une absence totale de surmortalité. Et ça, c'est quand même le profil qu'on souhaiterait avoir, hein, c'est qu'on soit débarrassé du Covid et une façon claire d'y arriver, c'est de laisser la libre circulation, puisque maintenant, on a la démonstration. Avant, on ne l'avait pas. Donc, on pouvait faire des tas c'était des conflits entre titans d'experts à coup de modélisation, de projection dans le temps. Maintenant, on a quand même ce recul. Et du coup, on peut quand même raisonnablement prendre en charge le Covid d'une façon intelligente, construite. Je ne dis pas que la façon, quand je dis le mot qualificatif intelligence, ce n'est pas un jugement de valeur sur quoi que ce soit, mais c'est une approche corrélée à la réalité et pas corrélée à des projections. C'est tout. Voilà. Merci beaucoup, Xavier. Juste une question, si jamais tu peux revenir sur la page d'avant, sur tes modélisations, ce qui veut dire que si jamais on regarde département par département, on pourrait se dire qu'à partir de ces indicateurs, on pourrait avoir des politiques différenciées d'un département à l'autre.
ce que je souhaite. C'est qu'effectivement, c'est pour ça que on discute ensemble. C'est parce qu'il me semble vraiment important que voilà, que les directeurs d'hôpitaux et du coup les chefs de service discutent de cela, voient comment ils sont, à quel niveau ils sont dans leur région. Ça serait Donc, une décentralisation de la gestion, on va dire, de l'épidémie basée sur des critères qui sont locaux qui et qui semble correspondent. raisonnable. Et c'est encore une fois ce qu'on a vu dans les différents pays. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est le profil américain, où on a bien vu que le Covid sévissait, partait en flèche dans certains États et pas dans d'autres, et qu'il y avait une espèce de séquentialité dans le fait que le virus circule dans certains endroits. Et cette séquentialité, elle est due à quoi? Elle n'est pas due à la région limitrophe. Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a un foyer dans un endroit, puis alors ça s'étend en taches d'huile de façon concentrique. Non, ce n'est pas du tout ça qu'on a vu. C'est plutôt, on a quand même l'impression qu'il y a besoin d'une intensité démographique pour que là, le virus, enfin l'épidémie, sévissent plus largement. D'accord. Et puis le froid, hein, très clairement, le froid qui fait que, Oui, comme on dit toujours, et donc d'une certaine façon, tout ce qui s'est passé, parce qu'on disait, mais non, on peut pas dire, pas parler de saisonnalité. Moi, je dis depuis le début qu'on ne peut pas parler de saisonnalité, on peut parler de température. La température et la quantité d'oxygène sont des paramètres qui influent directement sur la réplication du virus. Et donc, on a bien vu que cet été, il n'y avait pas lieu de toutes ces mesures et de tout ce stress, alors même que, quels que soient les pays, cet été, il s'est vraiment, véritablement rien passé. Hein. ok. À part une petite surchauffe caniculaire, voilà, qui cause des excès. Voilà. Ben Alexandra, merci beaucoup pour ces explications. C'est rare de voir ça. Et bien, écoute, quand tu as les informations mises à jour, si tu veux revenir nous les montrer, je pense que ce sera de grand intérêt pour tout le monde. Et je te remercie d'avoir pris le temps de nous parler de cela aujourd'hui. Et je te souhaite Merci. une bonne journée. Merci Xavier.